Shalom Obracha. Shalom. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Korach. Alors Korach, j'aimerais vous écouter. Est-ce que vous pouvez, on va dire comme ça, me dire de quoi parle la paracha? Paracha de Korach. La révolte, La rébellion. Une rébellion, et on voit ensuite la punition que... Rébellion, punition. Très bien. Donc nous avons la rébellion de Korach vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Et la punition qui ne se fait pas attendre, engloutie par la terre. D'accord, dans les affres de la terre. Top, très bien. Pourquoi non. On a résumé très bien, très succinctement la paracha. Très bien. Alors, pourquoi finalement, on va dire, une telle violence, d'accord, de la part de Moshe Rabbeinu, de Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de Korach? Pourquoi ça a été tellement fort? Une remise en cause. Il y a une remise en cause. Très bien. Il y a une remise en cause. Et il faut comprendre véritablement pourquoi cette remise en cause est-elle tellement grave, tellement importante. Alors ce qu'on va faire avec Bezrat Hashem, nous allons étudier un peu de Midrash, et grâce à cela, essayer de répondre et de mieux comprendre pourquoi la paracha de Korach est-elle tellement importante. Je vais vous faire une petite introduction et vous dire la chose suivante. Que de façon générale, Korach, c'est le premier mouvement anti-rabbinique de l'histoire. D'accord? Depuis un œil pas mal. D'accord? Depuis un œil pas mal. On va dire que le premier mouvement anti-rabbinique, c'est Korach. C'est le premier à dire, ah les rabbins, c'est pas ça. Donc, on va essayer de comprendre, par l'intermédiaire de cette paracha de Korach, quels sont véritablement, on va dire, les points qui vont être attaqués dans le monde rabbinique, et quelle est finalement la réponse et la conduite à adopter vis-à-vis de ces confrontations. Alors, Bezrat Hashem, nous commençons ensemble la lecture du premier Midrash, donc Paracha Yutret Ot Aleph. Vaikar Korach ben Nitzar ben Kehat, Adaout Lektiv, c'est ce qui est marqué, Ach Nifsha Mikriyat Oz. C'est un passage dans Mishlei qui nous dit la chose suivante. Il y a un frère, quand un frère se rebelle contre toi, d'accord, ça fait plus mal, ça blesse plus que si toute la ville se révolte contre toi. De qui il s'agit? C'est Korach, il s'agit de Korach, Shechala Kenegel Moshe, donc qui s'est rebellé contre Moshe, ou Marad, Veyarad Minakavot Shaya Beado, qui a perdu tout son honneur, toute sa richesse. Ve'en Nifsha el Merida, et le mot Nifsha ça veut dire se rebeller, comme ce qui est marqué Melech Moab Pashad. Ou Midianim Kivriach Harmon. Midianim Kivriach Harmon, c'est la continuation du passage dans Mishlei, donc le passage qui nous dit comme ça. Ach Nifsha Mikriyat Oz, ou Midianim Kivriat Harmon, de quoi il s'agit? Je traduis d'abord le passage dans Mishlei. Ou Midianim Kivriat Harmon, et donc la querelle, la bagarre, c'est comme la poutre qui ferme le château. Vous savez qu'à l'époque, pour fermer une porte, qu'est-ce qu'on faisait? Donc tu fermais la porte, mais ensuite derrière la porte, tu posais une grosse poutre qui empêchait qu'on puisse enfoncer la porte. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Pour lui. Barrière? Non, c'est pas un poutre. Barrière, bon, c'est la poutre pour fermer la porte, mais je ne sais pas comment on dit en français. Bon, Harmon, c'est qui le Harmon? Donc le château. Alors de quoi il s'agit? C'est quoi donc la poutre qui ferme? Il s'agit de la terre qui a englouti Korach. Et le château, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que veut nous dire le Midrash? Quelle est la question que le Midrash se pose? A priori, c'est quoi l'action de Korach? Finalement, pourquoi? C'est quoi sa faute? C'est quoi sa faute, d'accord? Et pourquoi finalement la réponse de Moshe Rabbeinu était tellement difficile? Il va être englouti. Et la réponse du Midrash, c'est quoi? C'est de nous dire, Korach est qui? La famille Moshe. Il est de la famille.
Korach, c'est un frère. Et d'un frère, on attend qu'il ne se rebelle pas. Et la révolte d'un frère, c'est la révolte la plus difficile. Pourquoi la rébellion d'un frère est la rébellion la plus difficile? On est proche de lui, donc ça attend à ce qu'on soit copains et tout. Au final, on se rend compte qu'il est totalement contre nous. On attend qu'on soit copains. D'accord, mais pourquoi ça fait plus mal que toute la ville qui se révolte? On s'y attend tellement pas que dès que On ça s'y a- donc on est surpris alors, ça fait pas mal, on est surpris. C'est un proche avec qui on a tissé des liens. On a tissé des liens. Euh, Vous avez raison. Lui, il peut faire le plus mal que d'autres. C'est le plus Ah, parce qu'il connaît les faiblesses. Il connaît les nos faiblesses. faiblesses. D'accord. Ah, c'est sûr. Il connaît les faiblesses, excellent. J'aurais dit autre chose. Disons comme ça, s'il s'agit vraiment du frère d'un mafiosi, d'accord, et qui vient et qui dit, bon, mon frère, il fait la mafia, et il fait ça, il fait ça. Alors le frère qui dit que son frère, il fait de la mafia, et vraiment il fait de la mafia, bon, il est vexé que son frère, il a vendu. Enfin, de l'autre côté, C'est mal. c'est peut-être un mafieux, il n'y a pas de problème. Mais disons que le frère d'un tzaddik, il va à la police, il dit, mon frère, c'est un mafieux. Qu'est-ce qui se passe avec le frère, avec le tzaddik? Il a l'impression d'avoir raté quelque chose dans la. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est vexé? J'ai mal montré ce que je voulais vous montrer. Non. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attendais de lui? J'attendais de lui que quoi? Lui, il est... Qui suit mon chemin. C'est mon chemin. Non, je veux dire, que je lui donne un exemple, que je suis un exemple pour lui. Mais ça, il n'y a pas de problème. Regarde, le frère du tzaddik, il va voir la police, il dit, mon frère, c'est un mafieux. Pourquoi le tzaddik, il est vexé? Parce qu'il est obligé de dénoncer. Alors qu'il aime trop, il ne veut pas le dénoncer au départ. Mais il n'est pas mafieux, il est tzaddik. parce que c'est pas vrai. Non, mais son frère, il ne veut pas le dénoncer en vrai. Mais c'est un tzaddik, pour de vrai, c'est un tzaddik. Parce qu'il a l'impression qu'il est responsable, qu'il n'aime pas Responsable. pour le comportement de son frère. Pourquoi il est vexé? Tu vois. C'est pas vrai. Parce que c'est faux. Et alors, bon, alors d'accord, mais quelqu'un d'autre qui dit quelque chose, ça ne vexe pas. C'est faux et c'est faux. C'est de la famille, C'est personne ne faux, connaît par mieux que contre, son ce que tu frère. Oh, pourquoi? C'est de la famille, c'est de la Qu'est-ce que famille. j'attends? Mon frère qui me connaît dans la maison, il sait comment je me comporte, il voit toute ma conduite, comment lui, il peut dire du mal. Que quelqu'un qui ne connaît pas, il dit voilà, il a fait ça, il a fait ça. Je dis bon, des fois, quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe, il voit extérieurement ce qui se passe, il va interpréter, d'accord, de façon X, Y, Z, d'accord. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui me connaît, lui qui me connaît, lui qui est proche, lui qui voit comment je me comporte à la maison, pas à l'extérieur, et que lui qui vient et qui dise que ce qu'ils vendent, là ça fait très. Maintenant, Korach par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est qui? Son cousin de Germain. Cousin Germain. Hein? Ça fait très mal. Pourquoi? Alors quoi? Pourquoi le Midrash nous dit ça? Pour nous dire quoi finalement? C'est pas pour pas faire confiance. Pour nous dire que finalement, pourquoi la réponse de Moshe était très violente? En fonction de la douleur qu'il a reçue. En fonction de la douleur qu'il y a eu là. Ça veut dire que Korach se rebelle, c'est pas comme le dernier Tartampion qui se rebelle. Tartampion qui se rebelle contre Moshe Rabbeinu, bon, mais Korach qui se rebelle contre Moshe Rabbeinu, ça fait vraiment très mal. Maintenant, j'aimerais vous faire une remarque. Contre qui Korach s'est révolté pour de vrai, ce qui est marqué dans le Midrash? Contre Dieu. Contre Moshe Rabbeinu. Contre Dieu. Pas contre Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé là. Korach, il vient, vous savez que Korach, vous savez que de quoi il avait l'air Korach? Il avait 2 tresses, une grosse chaîne comme ça, des bagues sur les doigts comme ça. D'accord? Il avait une grosse balafre ici. La chemise ouverte avec plein de poils qui sortent comme ça. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il avait l'air Korach? Je sais pas. Non, je pense pas, à mon avis. Voyou? Non, c'est un Tamitracham. Non, pas du tout. Grosse erreur. C'est comme ça qu'on peut se le dessiner dans la tête. On se dit, voilà, celui qui se rebelle contre Moshe, donc, c'est qui? C'est un voyou. C'est pas du tout le cas. Korach, il avait un grand chapeau. Il avait une grande dent blanche. Une redingote jusqu'au parterre. Période. D'accord? Il avait les yeux fermés. Il ne regarde personne dans la rue. Il avait des grosses pelotes. D'accord? Il avait 3 qui potent l'une sur l'autre. Et par-dessus 2 chapeaux. Et alors? Et Korach, en fait, c'est qui? Pourquoi je vous dis ça? C'est vrai. Il faut savoir, Korach, pour de vrai, était quelqu'un qui avait été doué de prophétie. Il s'agit, d'accord, d'un famille très proche de Moshe Rabbeinu. C'est un véritable Tamid Chacham. C'est un Tamid Chacham.
Et donc lui qui se révolte contre Moshe, comment il se révolte? Il faut dire comment il se révolte. C'est la première rébellion contre les rabbins. Il dit pas, j'ai quelque chose contre la Torah. Moi, le judaïsme, magnifique. J'adore le kiddush Shabbat, les tfilot, c'est super. Mon problème, c'est avec qui? Les rabbins. Les rabbins, eux, ils font ce qu'ils veulent du judaïsme. Moi, j'ai entendu le judaïsme tolérant de mes parents, de mes grands-parents. On était bien à la goulette. Et là, par contre, les rabbins, d'accord, les rabbins, eux, c'est eux qui font tous les... Ceux qui font tous les problèmes. Oui, ils veulent comme ça s'appelle, les shtalettes, ils veulent Contrôler toute notre vie, toute cette... C'est pas normal. Donc Korach, comment il vient? Il attaque qui? Le grand rabbin. D'accord? Il attaque le grand rabbin, mais il attaque le grand rabbin au niveau, on va dire, personnel. À savoir, ce grand rabbin-là que tout le monde vénère, respecte, etc. Moi, je les connais, les rabbins. Hein? Moi, je vis avec eux. Hein? C'est mon cousin. Et alors là, ça fait comment? Ça fait très très mal. Justement, t'es mon cousin, je sais très bien comment je me comporte, etc. Et donc, la réponse de Moshe va être très verte, très dure. Donc finalement, le Midrash il nous dit que cette révolte-là, c'est quand même finalement la révolte contre le château. N'est-ce pas? Parce que le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu c'est le château. Qu'est-ce qu'il va nous dire par là le Midrash? Il n'a aucune chance de gagner. Il n'a aucune chance de gagner. Peut-être non, mais ce que je veux dire, le Midrash en fait il veut nous donner quelque chose d'inaperçu. Je pense que l'idée du Midrash c'est de dire la chose suivante. C'est pas vrai. Quelqu'un qui attaque le rabbin, il attaque le judaïsme. Finalement, on fait un déplacement de... J'ai rien contre le judaïsme, j'ai contre les rabbins. Mais les rabbins, qu'est-ce qu'ils font les rabbins? Ils transmettent d'accord? Ils transmettent le judaïsme. C'est finalement le château. C'est le château fort où on garde comment ça s'appelle? On garde la Torah. Et donc, quand quelqu'un attaque les rabbins, de façon intermédiaire, qu'est-ce qu'il veut attaquer? Il veut attaquer la Torah. Bon. C'est une introduction générale à la paracha. Mais tout ça pour vous dire que Korach est donc un proche famille de Moshe Rabbeinu. Il s'agit d'un grand qui va se révolter au niveau personnel contre Moshe Rabbeinu. Il va attaquer le rabbin. Et la question de comprendre, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est dire finalement, comme je vous l'ai dit, Korach c'est le premier. Donc en tant que premier, quelque chose d'extraordinaire que toujours le Midrash fait, le premier phénomène, d'accord, il va toujours être étudié en tant que prototype. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Korach, c'est le prototype de quoi? Attaque contre le rabbinat. D'accord? Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi? Quels sont finalement, on va dire, les points clés, d'accord, les grands traits de l'attaque contre le rabbinat. Alors pour ça, on va étudier, Bezrat Hashem, le Midrash suivant que vous connaissez tous. Le Midrash nous pose la question, Vaikar Korach, donc à la ligne bête, En Vaikar Ena Meshichat Barim, Vaikar Korach, je lis avec vous 1, 2, 3, 4, 5, 5e ligne dans la haute bête, Vaikar Korach, Aledema Nechlak. Pourquoi il s'est rebellé? Aledé Elitzaphan Ben Achi Aviv Shenesan Asya Mishparto. Parce que Elitzaphan a été nommé en tant que président des Lévites. Et ça, Korach, ça le chiffonne. Pourquoi Korach, ça le chiffonne? Parce que Elitzaphan, c'est le fils de Ouziel, qui est le 4e fils de Kehat, alors que lui, Korach, d'accord, c'est le fils de Yitzhar, c'est l'aîné de Yitzhar qui est le deuxième. Donc maintenant que Amram, les enfants d'Amram ont été nommés, Moshe et Aaron, il comprend, c'est les premiers. Que Korach soit nommé deuxième, ça aurait été logique. Et voici que Korach n'a pas été nommé deuxième, il a été nommé rien du tout. Celui qui a été nommé, c'est Elitzaphan. D'accord? Alors pourquoi Korach se révolte? C'est une histoire de famille, ça. Une histoire de jalousie. A priori, il est jaloux. Alors vous imaginez-vous le rabbin jaloux, avec la grande barbe, d'accord, la redingote, les 2 chapeaux, les 3 kippotes.
d'accord, et les tzitzit dehors comme ça, et il va voir les enfants d'Israël et il leur dit c'est pas juste. C'est pas juste, c'est moi qui aurais dû être nommé. Alors, il réussit à faire une révolte? Non, oui. C'est pas logique de réussir à faire une révolte pareille. Arrête, on va dire comme ça. C'est clair pour tout le monde qu'il s'agit là d'un coup de jalousie. Alors comment on a réussi? C'est là une influence, c'est influencer les gens. Avec des arguments à l'article. Un argument Ah oui, je sais. T'as pas parlé du trélet là, au niveau du Tzitzit Katan? Ça après, ça après. Ah, ça peut ça? C'est pas. Je t'écoute, ça veut dire réponse. La mezouza, non? Ça peut aussi? Oublie la mezouza, c'est après, on les voit maintenant. Là, la question c'est Elie Tzafan. Je connais. On remet en cause Moshe lui-même. Pourquoi il remet en cause Moshe? Pourquoi il remet en cause? Il dit Comment il remet en cause? Il dit que c'est lui qui a inventé la Torah. Là. Il dit Moshe Rabbeinu, c'est les rabbins. Ils inventent. Ah, peut-être que Mais là, Mais pourquoi ils inventent? Comment? C'est quoi la preuve qu'ils inventent? Parce qu'il a fait quatrième au lieu de deuxième. Et quoi? Et donc quoi? ils font ça que entre C'est quoi eux, son problème? C'est leur famille, quoi. Mais c'est lui aussi sa famille, son cousin germain. Il a pris le quatrième cousin pour le deuxième. C'est ce qui leur arrange, quoi, non? Ce qui veut dire qu'ils font ce qui leur arrange. Ils font ce qui leur arrange. Alors, Vous avez raison. C'est quoi le comme de Korach? Comme Korach finalement il a réussi à convaincre les gens. Il leur dit, vous savez, dans le monde, il y a de l'ordre, n'est-ce pas? Il y a un ordre divin. Et qu'est-ce qu'il dit l'ordre divin? Qu'est-ce qu'il dit l'ordre divin? Que le plus grand c'est le premier, le deuxième c'est le deuxième, le troisième c'est le... C'est vrai que des fois ça marche pas comme ça. Si par exemple quelqu'un qui est un rachat, mais moi je suis un tzaddik, tout le monde le sait que je suis un tzaddik. Et donc j'aurais dû être le deuxième. Il y a donc là quelque chose qui ne colle pas avec l'ordre divin. Et si ça ne colle pas avec l'ordre divin, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis là son grain de sel. Et c'est qui a mis son grain de sel? C'est Moshe. Donc moi j'ai rien contre le judaïsme. Mon problème c'est avec les rabbins. Qui les rabbins, eux, ils font de la Torah ce qu'ils veulent. Parce que dans la Torah, c'est pas logique que le deuxième devienne le quatrième et que le quatrième devienne le deuxième. Et nous avons là un argument de tonnerre. L'argument de tonnerre qui va nous dire la chose suivante. Si Akadosh Baruch Hu il existe, où il était à Auschwitz. Comment c'est possible que l'État d'Israël ait été créé par des gens qui sont incroyants? Comment est-ce possible que le tzaddik, d'accord, il n'a pas de parnassa, etc. Toutes les questions qui disent en fait quoi? Dans ma vision du monde divin, les choses devraient être comme ça. Et c'est pas comme ça. Donc, il y a un problème. Donc je refuse de voir là la main de Dieu. Je refuse de voir la main de Dieu là où ça ne colle pas avec ce que l'idée que moi je me suis fait de comment la main de Dieu doit être. Il s'agit là d'une faute de qui? Faute d'un grand. C'est une faute de grand. Pourquoi c'est une faute de grand? Parce qu'il n'y a que le grand qui peut, on va dire, avoir la prétention de se dire moi je comprends comment ça marche. Moi je sais comment ça doit marcher. J'étudie plein, donc je sais comment Akadosh Baruch Hu il dirige son monde. Et si ça n'a pas été dirigé comme ça devrait être dirigé, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas logique. C'est pas la présence divine ici. Il y a quelque chose d'autre. Vous vous rendez compte? Donc qu'est-ce qu'il attaque Korach? Il dit je refuse. D'accord? Ça ne colle pas avec l'ordre divin. Avec la vision que je me suis fait du judaïsme. D'accord? C'est un bon Dieu. Il est bon Dieu. Ben, s'il est bon Dieu, alors pourquoi dans le monde il y a du mal? Pourquoi il y a des problèmes? Donc, je refuse d'accepter que ce que vous me dites, la Torah elle doit être Dieu il est bon. Alors comment la Torah elle peut dire qu'on doit punir quelqu'un qui transgresse Shabbat? Non, ça ne peut pas venir de Dieu une chose pareille. Donc c'est qui a inventé cette histoire-là? C'est les rabbins. C'est les rabbins. D'accord? C'est pas quelque chose de... J'accepte pas. On a compris? La première attaque va être quoi en fait? Véritablement, qui c'est qui a donné l'ordre? D'accord. Nommé Litzafan. Dieu. C'est Ça, Kadosh Baruch Hu. Dieu. Donc Dieu il a donné l'ordre. Seulement, qu'est-ce qui va se passer?
il y a des gens, d'accord, qui ils vont remettre la parole divine en cause parce que eux, ils ont dans leur imagination une autre vision du monde divin. Et donc ils vont remettre en cause la véritable parole divine. Il s'agit là d'un danger, d'accord, qui est là pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que des fois, on se dit, ouais, mais si Akadosh Baruch Hu me fait ça, c'est qu'il m'aime. C'est qui t'a dit? Pourquoi? Tu connais comment Akadosh Baruch Hu il travaille? S'il me fait ça, c'est qu'il m'aime pas. Tu sais comment il travaille? Je comprends pas, c'est ton employé? D'accord. On a tous cette tendance d'accord, à dire, bon, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Attends une seconde. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de notre manière de réfléchir et de penser. D'accord, c'est la première vision. Non, je vois que je suis interpellé par le Trélet. Ouais. Et la Mezouza. Alors on va rappeler le Midrash. Ouais, Nous avons tous appris au Gan, à savoir que comment Korach il est venu attaquer Moshe Rabbeinu. D'accord. Il vient avec un habit complètement de Trélet, complètement avec teint en bleu, le bleu du Trélet, le bleu azur. D'accord. Et il vient, il lui pose la question à Moshe Rabbeinu. Dis-moi Moshe Rabbeinu, il faut que je mette des tzitziot avec un petit de Trélet. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il répond? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait Korach? Il commence à ricaner, à blaguer. Il dit, je comprends pas. Arrête. Si tout le bas de la Bible est en Trélet, pourquoi tu veux que j'ajoute encore un fil? Dis-moi, dans ma pièce d'études à moi, à Korach, tu rentres chez moi à la maison, il n'y a que des livres. Il n'y a que des livres. Des livres du parterre jusqu'au plafond. Et tous les murs. Je dois mettre une mezouza à l'entrée de la maison. Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Oui. Il dit, Oui. il dit, je comprends pas. J'ai 15 000 sifflets Torah dans ma chambre. La paracha de Kriyat Shema, elle écrit 25 000 fois dans ma pièce. Pourquoi je dois faire encore la mezouza? Alors qu'est-ce qu'il fait Korach? Il rigole, il blague, et finalement il dit quoi? C'est n'importe quoi. Il dit c'est n'importe quoi. Là, pourquoi il dit c'est n'importe quoi là? Il comprend pas, en fait, il comprend pas. C'est sa vision. Sa vision. D'accord que c'est sa vision. Pourquoi? C'est quoi son problème? Il comprend pas le Inyan en fait. Il comprend pas quoi? C'est quoi son problème? Avec quoi? Avec l'arabe, t'as raison, avec la logique. La logique. Il dit, c'est pas logique ce que tu dis. Pourquoi on met un habit de Trélet? Pourquoi on a mis un fil de Trélet? Pour se rappeler le bleu azur qui nous rappelle la couleur du ciel, la couleur de la mer, la couleur du ciel, etc. etc. Bon, alors il dit, moi, je m'en rappelle. Pourquoi? J'ai un habit complètement de Trélet. Oui. Pourquoi on met une mezouza à l'entrée de la porte? Pour nous rappeler que quoi? Que dans notre maison on doit se comporter comme d'un bon juif. Mais moi dans ma maison, il n'y a pas de mur. Il n'y a que des livres. Automatiquement je me rappelle qu'il doit se comporter comme un bon juif. Alors à quoi ça sert tes petits détails là? Moi je comprends un judaïsme de grands idéaux. Je comprends un judaïsme avec les idées clés. Je comprends un judaïsme qui fait appel au cœur. Je comprends un judaïsme qui parle de la croyance, qui parle de la émouna. Mais enfin, les petits détails comme ça, mais quel sens ils ont? C'est des petits détails qui n'ajoutent rien à l'idée maîtresse. Non, je dis pas qu'il faut annuler les mitzvot. Enfin, il y a des détails dans les mitzvot que vraiment, qu'est-ce que ça change si tu mets un fil bleu ou tu as un habit complètement bleu? C'est pas logique, nos histoires. C'est forcément des choses qui ont été ajoutées par qui? Les rabbins. Oui. Parce que le judaïsme, c'est beau. La Torah, c'est beau. C'est logique. Hein? C'est logique. Ces petits détails-là, ils me paraissent complètement superflus, d'accord, sans aucune importance. Donc, j'impute ça à qui? Messieurs les rabbins. Ah, mais il n'y a pas une histoire de Gava qu'on met un habit en terre un truc comme ça? Il paraît que c'est de la Gava. C'est ce qu'il dit le grand-père de Rav Boshko dans son livre. Non, mais ça, c'est encore un autre problème. Là, ce que je suis en train d'expliquer, Par rapport à ça. c'est comment le Midrash, tu vois ce que j'explique, qu'est-ce que j'explique en Oui. fait? Que le Midrash, quand il nous raconte les histoires, c'est pas forcément que Korach il a mis un habit bleu, et c'est pas forcément qu'il a posé la question sur la mezouza. Le Midrash, il me dit en fait, viens, je t'explique, c'est quoi les questions clés. Quels sont le type de questions, quels sont le type de, on va dire, d'argumentation que tu vas entendre? Alors, première argumentation, c'est quoi?
Pourquoi jamais Et la vision du monde, de l'ordre divin, ça marche pas comme ça. Deuxième argumentation, ouais, les mitzvot, c'est pas logique. Troisième argumentation. Vaikar Korach. Alors Korach, qu'est-ce qu'il a pris? Alors le Midrash, il nous dit qu'il a pris son talit, Ve'alach litol et tzameshto. Il est parti voir sa femme. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé la chaussure. Vous savez que Korach est un... De quel chevet il appartient à Korach? Le chevet des Lévi'im. Et les Lévi'im, dernièrement, il n'y a pas longtemps, ils ont été intronisés. Comment ont-ils été intronisés, les Lévi'im? Alors, on leur a rasé tout le corps, on a enlevé tous les cheveux, les sourcils, la moustache, tous les poils, d'accord? Ensuite, on les a pris et on leur a fait tnoufa, on les a bougés, les 4 points cardinaux et le haut et bas. Et ensuite, ils sont devenus des Lévi'im. Alors, Korach, il sort de l'intronisation et il est, on va dire, crâne d'œuf. D'accord? Il n'y a pas un seul poil. Il se balade dans la rue et les gens le regardent et disent c'est qui toi? Et il dit c'est Korach. Oh, allez, bonne femme. Sympa. Alors, Korach, qu'est-ce qui s'est passé? Il a 100 mal. D'accord? Il dit c'est pas juste. Moi, il est Lévi, on nous a balancé, on nous a rasé, etc. Aaron à Cohen, il était à côté, habillé avec les 8 habits du Cohen Gadol, et lui on n'a rien fait. C'est qui a inventé cette histoire-là? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est quoi le problème de Korach? C'est quoi son problème? Pas tout le monde est égal. Il remet tout en cause. Pas tout le monde est égal. Il remet tout en cause. C'est une bonne chose. Bonne argumentation. Encore autre chose. Il remet tout en cause parce qu'il est jaloux en fait. Il est pas jaloux. Pourquoi il est jaloux là? Il remet toujours sur les autres en fait. C'est quoi son... Tu as raison, il est aussi jaloux. Très bien. Mais encore autre chose. Il s'est fait humilier. Ah, tu prends ça au niveau Ishi. Rolio. Je pense qu'il y a autre chose encore. C'est quoi son problème là? Il y a quoi là? C'est que. Qu'est-ce qu'il y a? De traitement. C'est Il y a différents traitements. Il y a quelque chose de plus profond. Contradiction. Il y a contradiction. Tu as compris quoi? Là, comme il y a eu dans le... Pourquoi il y a une contradiction? Parce que normalement, A priori, l'intronisation, c'est pourquoi faire? sur ça, là dans le temps, Non, mais pourquoi faire? C'est quoi le but de l'intronisation? sanctifié. De sanctifier, mais de donner quoi? Du cavode. Du kavod. A priori, on va. C'est quand on fait un tekes. C'est quoi le tekes? C'est quoi la cérémonie? C'est pourquoi? Pour donner du respect à ce qui va se passer. Donc a priori, on est censé dire aux Lévi'im, bon maintenant vous êtes des gens spéciaux, vous êtes tout à fait respectables, quelle chance vous avez de servir dans le temple. Et comment on leur a fait ça? On les avait plumés. Comme un corban. Hein? Vraiment, on les avait plumés. Voilà. Bon. Alors comment il a ça encore? Il dit, votre Torah là, hein, ces trucs des rabbinim là, c'est rempli de... Contradiction. C'est rempli de contradictions. Je comprends pas comment vous voulez nous dire que vous nous respectez quand vous nous balancez comme des poulets et que vous nous avez plumés comme des poulets. C'est pas possible. Enfin, il faut être logique. D'accord? Votre Torah, elle est... On ne peut pas parler d'amour de l'homme et de dire qu'il faut se battre contre les ennemis. Ou on les aime, ou on les aime pas. D'accord? C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique, vous comprenez? Il n'y a pas de logique, il y a... Comment ça s'appelle? Il y a contradiction interne. Alors, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi Bébête on les a plumés les Lévi'im? C'est Bébête pas joli. Vous vous rendez compte, le bonhomme il se balade, on a tout enlevé, tout rasé la tête, les sourcils, tout. C'est chelou. Hein. Pourquoi on leur a fait ça? Et en plus on les balance comme ça. Et une corne. C'est comme un corban. Un corban, on enlève pas les poils. On a de la peau. Un corban, Ça va. on lui Merde. enlève la peau. Bravo. Son argument il est pas logique. Attends, une seconde. Déjà. Une seconde. Moi, on explique maintenant pourquoi on leur a fait ça. Alors, je vais expliquer l'explication du Rachar. Il y a une très belle explication. Le Rachar, il dit la vérité, c'est qu'on aurait dû leur enlever la peau et leur mettre une nouvelle peau. À savoir, jusqu'à présent, les Lévi'im étaient des hommes normaux. Ensuite, maintenant, ils deviennent les serviteurs de la Kadosh Baruch Hu. Il s'agit maintenant d'un changement de ishiyut, un changement de personnalité. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on aurait dû leur faire? On va dire, on vous enlève la peau, on vous met une nouvelle peau. Vous rentrez dans une nouvelle... Bon, dans une nouvelle vie. Bon, maintenant, on leur a pas enlevé la peau, qu'est-ce qu'on leur a fait?
On les a rasés. À quel point qu'ils deviennent méconnaissables. On les reconnaît plus. Alors, à partir de maintenant donc, tu reconnais plus, ça veut dire quoi? En gros, la personnalité qu'il y avait avant, elle n'existe plus. Maintenant, tu as une nouvelle personnalité. Pourquoi? Parce que maintenant, tu deviens le service divin. D'accord? Et on te prend comme un corban, en effet, qui est devant un kadosh. Donc, l'idée est une idée très très forte. À savoir, vous devez changer de personnalité. Enfin, Korach, celle-là quand même, ça pue. D'accord? Oui. Mais je comprends pas, c'est une histoire au sens propre qu'il se baladait chauve comme ça et qu'il a. C'est bizarre quand même. Non, c'est vrai, c'est au sens propre. Mais pourquoi vous comprenez pas ça? C'est marqué dans la Torah explicitement qu'on a rasé les Lévites. On a rasé les Lévites. Donc les Lévites ont été complètement rasés. C'est l'idée, c'est ce qu'on a dit. C'est que maintenant tu changes de peau. D'accord? Tu changes de peau. Mais Korach, ça n'a pas plu parce qu'il dit quoi? Il y a une contradiction interne. Maintenant, encore une fois, le Midrash qui nous a donné ça en exemple, il vient nous parler d'un autre problème. Il dit c'est le problème des gens que ils voient une mitzvah parler, une voisin ne voit pas là, il dit ah ça contredit. D'accord? Bon. Nous voyons donc là les attaques générales que nous avons sur le rabbinat. Elles proviennent toutes de quel point? J'ai une question. Oui. En fait, moi je trouve que son argument il n'est pas logique. Korach. Parce que non, c'est vrai, il dit ouais, on est balancé et tout, on est comme des victimes et tout, entre guillemets. Ouais. Alors qu'en réalité, au contraire, il se rend pas compte de la chance qu'il a en fait de servir au. Mais justement, son frère il dit si j'ai une chance comme ça, alors pourquoi on m'humilie? Fais-moi un bel habit, je sais pas moi, fais-moi de la musique, fais-nous rentrer. Mais met en avant sa personnalité là. Alors, le problème, c'est quoi? Vraiment, c'est pour ça que je te dis, le point central, qu'on va dire qui va lier tous les midrashim, c'est quoi? C'est quoi le problème de Korach? C'est lui. Il met en avant son individualité avant le profit du peuple juif. C'est bien dit, mais je pense pas que ce soit l'idée ici. Je pense qu'il y a une idée, encore une fois, essayer de prendre Korach comme le prototype. D'accord? Comme le prototype de la personne qui va se révolter contre le rabbin. Contre les rabbinim. Il essaie de comprendre la Torah avec quoi? Avec sa logique à lui. Ça veut dire qu'il dit, dans ma logique à moi, Dieu il doit se comporter comme ça, dans ma logique à moi, les misotes elles doivent être comme ça, dans ma logique à moi, les misotes elles doivent coïncider de telle et telle manière, dans ma logique à moi, puisque ça ne marche pas dans ma logique à moi, c'est donc faux. C'est donc une invention. Le véritable problème, d'accord, est la difficulté à accepter qu'Akadosh Baruch Hu ne travaille pas avec notre logique à nous. Si Korach avait été conscient qu'Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez lui, d'accord, que c'est pas qu'il n'est pas censé travailler avec les normes et les nomenclatures que Korach fixe, alors il n'y aurait pas eu de problème. Le véritable problème provient du fait que, on va dire, l'être humain, avec sa toute petite cervelle, il essaye de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans le moule de sa pensée. Et après, qui c'est qui va attaquer donc? Maintenant, il ne peut pas attaquer Akadosh Baruch Hu. Donc, qui c'est qui l'attaque? Les rabbinim. Il attaque les rabbinim, d'accord? Mais en fait, qui c'est qui l'attaque pour de vrai? Il attaque véritablement la Torah. D'accord? C'est pour ça que finalement, la réponse de Moshe Rabbeinu contre Korach a été très dure. Maintenant, je vais vous expliquer un petit point quand même qui est important. Il n'y a pas lieu à ces questions. Ces questions ne sont pas légitimes. Il y a une logique dans cette question. C'est des questions légitimes. C'est-à-dire qu'a priori, quelqu'un qui vient véritablement poser la question, on doit lui répondre. D'accord? Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui s'est passé dans la paracha. Moshe Rabbeinu, en tant qu'il y a des questions à une rebelle, qu'est-ce qu'il fait? Il va les voir. Pourquoi il est parti les voir? Pour leur répondre. Pour leur répondre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était n'importe On dit quoi. on ne veut pas parler. Ah. On ne veut pas parler. Celui qui ne veut pas parler, ça veut dire quoi? Il n'a pas envie été d'écouter la réponse. Il n'a pas envie d'écouter la réponse. Celui qui a une réponse pour de vrai et qui veut entendre qui a une question pour de vrai, qui veut véritablement entendre une réponse, alors véritablement la question a lieu d'être posée. Alors on n'aura pas toujours une réponse parce que pas toujours on comprend la volonté divine. Mais la question elle est légitime. Il n'y a pas de question dans le judaïsme qui n'est pas légitime. Qu'est-ce qui n'est pas légitime?
c'est de poser des questions, mais de ne pas vouloir entendre Ouais. les réponses. Donc, C'est-à-dire que là, en fait, tu n'as pas véritablement de questions. Ta question, c'est le moyen pour toi d'affirmer ta volonté. Pas de vouloir chercher la volonté d'Akadosh. Bon. Alors, c'est la première idée que nous voulons développer autour de Korach. À partir de maintenant, bon voyage. Bezrat Hashem, Dieu te protège et que tu sois toujours dans le bon chemin. Bezrat Hashem. À devenir. Vous savez où on en était? C'est pas une question, c'est une Très bien. objection. Oh, tu t'allais. Je savais où c'est qu'on en était. Alors, oh, tu t'allais. Nous passons au prochain Midrash. Le prochain Midrash, de façon extraordinaire, reprend le même passouk que le premier Midrash. Le premier Midrash, il a amené le passouk Ach Nifsha Mikriyat Oz. Vous vous rappelez? Donc le frère qui se rebelle contre son frère. Le Midrash, Oh Yudalet, reprend exactement le même passouk. Il y a un frère qui se rebelle contre son frère, ça fait très mal, etc. Et maintenant, regardez ce que nous dit le Midrash. De qui il s'agit? C'est Korach. C'est qui le frère rebelle? C'est Korach. Chez Pacha Batorah, il s'est révolté contre qui? Contre la Torah. Là, il n'est plus le frère de Moshe, il est le frère de qui? De la Torah. Chez les Mar, Hashem Osna Moïta, Shabbat Moshe. Ou Midianim qui brilla Charbois. Et il y avait là des poutres pour garder le palais. De qui il s'agit les poutres? C'est qui les poutres qui gardent le palais? Il s'agit de Moshe et Aaron qui gardent le palais. Mais Korach, il savait qu'ils allaient être durs. Voilà. C'est ce que nous dit le Midrash. Après, une question pourrait se poser. J'ai la question de la fin. S'il savait qu'ils allaient être durs, alors pourquoi il a osé faire? D'accord. Et quelle différence entre ce Midrash-là et le Midrash que nous avons vu au début du cours? On dit que c'est directement la Torah. Là, il attaque directement la Torah. Et plus qui? Et plus les rabbins. Il s'agit là d'une autre méthode. C'est quoi la méthode qu'il y a là? Moi, avec le Rav Ploni, moi j'ai aucun problème. J'ai rien de personnel. Mon problème, il est purement idéologique. Je ne comprends pas, d'accord? C'est quoi ce que le judaïsme il dit? Le judaïsme, il prétend, par exemple, que l'homosexualité, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est dépasser ces idées-là. Moi, j'ai rien contre les religieux, hein. J'aime beaucoup les religieux. J'ai même un cousin, il est religieux, etc. J'ai même un cousin rabbin. Il n'y a pas de problème. Mais mon problème, c'est avec qui? C'est avec les messages qui sont véhiculés par la Torah. Bon, c'est une autre tactique. Cette tactique, elle attaque pas au niveau personnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on espère quand on utilise une telle tactique? Pardon. Qu'est-ce qu'on espère en utilisant une telle tactique? L'espoir de qui? Surprendre. Il sait Korach que Moshe Aaron, c'est la poutre qui garde le palais. Donc il sait qu'il va avoir une... Mais il espère que quoi? Il va les convaincre eux. Que si ils les attaquent pas au niveau personnel, mais au niveau, on va dire, général, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas, on va dire, le haut des flammes va pas être très haut. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Moshe Aaron. C'est qui Moshe Aaron? C'est des tzadikim. C'est des gens qui sont comment de façon générale? Ils aiment la bagarre ou ils aiment le calme? Ils aiment le shalom. Donc peut-être qu'on espère que quoi? Que si j'attaque pas personnellement, qu'est-ce qui va se passer avec les rabbinim? Ils vont pas trop se battre. Pourquoi? Pour garder le shalom. On veut quoi? Finalement, il y a le shalom, il y a une valeur. Il y a une valeur de le peuple juif très forte, qui a la valeur de quoi? Du shalom, de la paix. Donc peut-être que si je n'attaque pas les rabbinim au niveau personnel, qu'est-ce qui va se passer? La valeur de la paix va faire en sorte que quoi? Que ça va rester calme. Ça va rester doucement, ça va rester mollo, tranquille. Ça, c'est ce qu'il espérait. C'est ce qu'il espérait Korach.
C'est-à-dire, pas forcément Korach qui a exprimé ça. Encore une fois, il s'agit là, on va dire, on connaît ce système. Quelqu'un qui vient et qui dit quelque chose contre la Torah, et il ne dit pas au niveau de la tête, personne au niveau personnel. Et ce qui se passe souvent, en effet, que quoi? Comment ça passe? En sous-marin. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué personne de façon personnelle, de façon directe. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe et Aaron? La Torah, c'est eux-mêmes. La Torah, c'est quoi? Eux, ils se sentent comme quoi? Comme la poutre de quoi? Du quoi? La poutre de quoi? Du château. Ça veut dire que pour eux, ils comprennent que quoi? Tu touches le château, là. Donc, la poutre du château, de quoi elle a l'air? C'est une sacrée poutre. Pourquoi? Pourquoi c'est une sacrée poutre, la poutre du château? Parce que c'est la poutre du château. D'accord? La poutre d'une maison normale, c'est une petite poutre. Mais quand il y a un château à garder, qu'est-ce que tu mets comme poutre? Une grosse poutre. D'accord? Donc, le problème, c'est que quoi? C'est que Moshe et Aaron, ils sont conscients que quoi? Qu'ils sont pas en train de garder leur maison personnelle à eux. Ils sont en train de garder quoi? Le château de qui? Du roi. Quel roi? Akadosh Baruch Hu. Donc ils sont conscients que bien que nous n'avons pas été attaqués personnellement, nous sommes ici en train de défendre qui? La volonté divine. Maintenant, pourquoi Korach c'est un frère? On a dit c'est le frère qui trahit. Pourquoi c'est un frère? C'est le frère de la Torah alors. D'accord? Parce que c'est marqué qu'il trahit. Korach qui trahit la Torah. Donc c'est le frère de la Torah. Pourquoi c'est le frère de la Torah? C'est le frère de... Je veux dire quelque chose. Il n'y a pas de plus dangereux qu'un rabbin qui dit la Torah elle dit comme ça et comme ça et comme ça, et c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Il y a un rabbin qui vient et qui dit la Torah? Non. Dans la Torah, non. L'homosexualité dans la Torah, c'est que c'est les gens qui font ça volontairement. Mais si les gens, par exemple, ils ont une tendance naturelle, ça c'est pas interdit. Je l'ai bien joué ou pas? Et je dis ça avec une grande marque. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Les rabbins les disent. Maintenant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce rabbin? Il a voulu trouver, comment ça s'appelle? Il a voulu trouver grâce, d'accord, aux yeux du public général. Donc il a dit un message comme ça qui va être accueilli. Lui, il a essayé de faire quoi? Non, il a essayé de faire quoi? Le shalom. Hein? Je dis, moi, on va pas être fanatique, hein? On va pas être fanatique. On a fait le shalom. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a tué la Torah. Il a pris le palais impérial. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfoncé les poutres. Et c'est là le travail de qui? C'est le travail des autres rabbins de dire attention, attention, attention. La Torah, c'est pas toi et c'est pas moi. La Torah, c'est la volonté. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que la valeur de la paix est une très grande valeur dans le judaïsme. Mais avant la paix, il y a quoi? Il y a la vérité. Il y a marqué dans la Torah Veta Emet, Veta Shalom et Avou. Il faut aimer la vérité et la paix. Mais dans quel ordre? Dans l'ordre de la vérité et la paix. Ça veut dire qu'on va pas trafiquer la Torah parce qu'il y a des gens qui aiment ou qui aiment pas. Nous acceptons la volonté divine comme elle est. Évidemment, il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de convaincre, il faut comprendre pourquoi la Torah nous dit comme ça et comme ça et comme ça. Et quand on étudie véritablement, quand on cherche vraiment une réponse, on trouve la réponse. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur de paix, elle n'a pas le pas sur la valeur de vérité. C'est là un grand message, d'accord, pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous aussi. D'accord? On ne doit pas vendre la Torah. Je crois que le Rabbi Lubavitch il disait qu'on ne doit pas faire descendre la Torah vers le peuple, on doit faire monter le peuple vers la Torah. D'accord? C'est-à-dire que, c'est quoi faire descendre la Torah vers le peuple? C'est-à-dire, je vais trafiquer un peu la Torah, bon, si c'est plus accessible, c'est sympa, c'est gentil, ça ne mord pas, alors, ça va passer. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que finalement, le peuple juif a survécu jusqu'à présent grâce à qui? Grâce à la Torah. Ça veut dire que le véritable garant, d'accord, de la pérennité du peuple juif, c'est la Torah. C'est elle qui a été véritablement le garant. Grâce à la Torah, c'est ça ce qui nous a toujours unis. Pourquoi un juif aujourd'hui, d'accord, qui est venu, on va dire, de France,
il voit un juif des États-Unis et il se sent son frère. Grâce à qui? Qui c'est qui nous a fait frère? Évidemment, Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais qui c'est qui nous fait prendre cette conscience au jour le jour? C'est la Torah. C'est la Torah qui nous éduque à... Donc finalement, la Torah, c'est le plus grand ciment du peuple juif, c'est quoi? C'est la Torah. Donc celui qui va toucher à la Torah au nom de la paix, il fait une double erreur. Et il touche à la Torah, et finalement, il n'arrivera pas à avoir le shalom. Le véritable shalom ne peut venir que par, on va dire, la Torah, qui est le véritable ciment de notre peuple. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas pratiquant, on ne va pas lui faire la guerre, d'accord, shalom. On va essayer de le rapprocher avec un grand sourire, avec les bras ouverts, avec l'explication, avec, comment ça s'appelle, le chirnois, le convaincre, etc. Nous avons la patience. Nous avons la patience qu'un jour ou l'autre, ou lui, ou son fils, ou son petit-fils, reviendra dans le droit chemin. Mais c'est pas parce qu'on veut le rapprocher qu'on va transformer la Torah. Et c'est là un deuxième message finalement. Vous vous rendez compte comment le Midrash finalement, qu'est-ce qu'il fait là? Il a pris Korach, il a traité de la question générale de quoi? De l'attaque, des différents types d'attaques que nous allons trouver contre le judaïsme ou ses représentants. D'accord? Et le premier qui a fait ça dans l'histoire du peuple juif, c'est Korach. C'est pour ça que le Midrash traite ici de la question. Je t'écoute. Mais du coup, je comprends pas. Parce qu'il y a deux Pirkei Avot. Il y en a un où il dit qu'il faut pas dire quelque chose qui va pas être compris. Oui. Et un autre où il dit aime la paix, poursuis la paix. Ensuite, aime les gens. Et après, il dit ramène-les vers la Torah. Donc il met la paix en avant. Et après, il non, regarde. Il a marqué aime la paix, poursuis la paix. Ensuite, aime les gens et rapproche de la Torah. Ce que Pirkei Avot nous dit, c'est qu'on ne doit pas aimer les gens pour les rapprocher de la Torah. Nous devons aimer les gens parce que nous aimons les gens. Et nous devons les rapprocher de la Torah justement parce que nous les aimons. D'accord? Il ne s'agit pas d'un amour intéressé. Et ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah nous dit il faut aimer la paix. C'est sûr qu'on aime la paix. On aime la paix, mais c'est justement la difficulté. Parce que le rabbin, de façon naturelle, il aime la paix. Et c'est justement là qu'il y a un danger. Quel danger? Que tu en viennes, justement, à cause de cet amour de la paix sur lequel nous sommes éduqués depuis notre plus jeune âge, à finalement trafiquer. Alors, non, il ne faut pas trafiquer. Il faut trouver le moyen d'être en paix sans trafiquer. C'est pour ça que j'ai terminé. Comment j'ai dit? J'ai dit on ne trafique pas. On cherche, mais de l'autre côté, on aime la paix. Alors comment on fait? On a la patience. On a la patience avec la personne qui ne va pas essayer de trafiquer. Mais celui qui va essayer de trafiquer, là on va dire, attends une seconde, là tu trafiques. Ça non. Par exemple, on va voir une grande différence entre notre relation avec le juif non pratiquant ou avec le juif réformiste. Pourquoi la différence? Il y a un qui ne trafique pas et il ne fait pas. Bon, il ne fait pas, on a patience. Il n'y a pas de problème. Tu ne touches pas au ciment du peuple juif. Tu ne fais pas encore. Celui qui est réformiste, qu'est-ce qu'il fait? Il casse le ciment. Il casse le ciment du peuple juif. Sur celui-là, avec lui, on va avoir une discussion beaucoup plus âpre. Lui, on va lui faire la guerre. Au niveau personnel, au niveau des idées. Parce que lui, il va nous vraiment causer du tort à qui? Au peuple juif, comme nous le voyons aujourd'hui. D'accord? Avec cette idée-là, on ne veut pas de guerre, on enlève les mitzvot, finalement, un taux d'assimilation énorme, c'est quelque chose de très très massif. Finalement, ils ont cassé le ciment du peuple juif. D'accord? Donc c'est très très dangereux. Sur ça, on va être dur. D'accord? Mais le juif qui ne pratique pas, patience. Patience. Chacun son rythme. Nous allons l'aimer de tout notre cœur. Pas dans le but et dans l'espoir qu'il va faire les mitzvot. Nous allons l'aimer parce que c'est un juif. Et nous allons espérer en parallèle qu'il fasse les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est bien pour lui. Parce que c'est bien pour nous. Parce que c'est bien pour le peuple. C'est bien pour le peuple. Bon, Khadana et là. Amen.